Good Morning Business, le grand entretien. Où va l'économie française? C'est la question qu'on va poser ce matin à notre invité avec Raphaël Legendre. Il est 7h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité, c'est Jean-Luc Tavernier. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Tavernier. Directeur général de l'INSEE. Vos prévisions vont dans le même sens que celles qu'on a eues par exemple de l'OCDE cette semaine. L'économie française qui va tourner au ralenti au premier semestre, plus 0,1% au premier trimestre, plus 0,2% au deuxième. Comment on fait aujourd'hui pour faire des prévisions économiques dans un monde où les droits de douane, ça peut changer dans les 3 heures? Sur quelle hypothèse on se base? Comment on travaille? Alors, en effet, elles vont dans le même sens que l'OCDE, elles vont aussi dans le même sens que celle de la Banque de France, qui révisait un peu à la baisse il y a quelques temps. Et tout le monde essaye d'être au rendez-vous de ces exercices de prévision, parce que quand même, il faut éclairer l'avenir, même si il est très difficile à être éclairé. Écoutez, il a fallu, par exemple, en l'occurrence pour cette note de conjoncture, choisir une hypothèse de hausse des droits de douane. Donc vous partez sur 20% sur l'Europe. On part sur 20% de droits de douane américains sur l'Union européenne, oui, comme hypothèse. Alors on peut écouter ce qui se dit, ce qui se décide, ou plutôt ce qui se dit à Washington ou Mar-del-Lago chaque jour, mais à un moment donné, il a bien fallu que mes collègues prennent une hypothèse, donc on a pris 20%, c'est là-dessus que c'est construit. Bon, nous faisons des prévisions à 3 mois, 6 mois, comme vous savez, on est clair sur le premier semestre, la première moitié de l'année, donc on s'appuie aussi beaucoup sur ce que nous disent les entreprises, qui elles-mêmes sont dans la même incertitude, on le voit bien. C'est la principale menace aujourd'hui sur l'économie, parce que vous l'avez dit, vos prévisions sont à 6 mois, on attend un acquis de croissance, c'est-à-dire que la croissance minimale annuelle, si rien ne se passe au second semestre, c'est 0,4% à la fin du premier semestre, c'est peu. C'est aujourd'hui la principale menace, cette oui, bien sûr, guerre commerciale. C'est pour ça que nous avons titré ainsi désordre mondial. On est dans une, alors on a connu des situations d'incertitude ces dernières années. Je suis bien placé pour le dire, liées à la crise sanitaire, liées à la guerre en Ukraine. Là, c'est à nouveau une troisième incertitude qui est un peu exogène au raisonnement économique standard qui nous vient cette fois de menaces de guerre commerciale. Oui, bien sûr, c'est un désordre, comme on le dit dans le titre, c'est un désordre majeur et assez inédit, à vrai dire. Je vous pose la question parce que c'est pas la seule menace qui pèse sur la croissance aussi. Il y a la réduction budgétaire. Évidemment, la croissance française a été portée par énormément de dépenses publiques ces dernières années. Quel est l'impact du rétablissement de nos comptes sur la croissance ? Alors, en effet, nous avons consacré un éclairage là-dessus, au fait que, bien sûr, les économies budgétaires, elles se traduisent quelque part ailleurs dans les comptes. Il n'y a pas de magie, hein. Donc il y a bien des mesures qui vont peser sur le pouvoir d'achat des ménages, encore un peu plus plutôt sur les entreprises, avec la baisse des allègements de charges ou les mesures fiscales, et puis la commande publique aussi, hein. Quand on est sous le coup de la loi spéciale en début d'année, évidemment, la commande publique est moins élevée. Ça joue également. En même temps, c'est pas vraiment une option. Quelle aurait été l'alternative C'est plutôt une désintoxication, en l'occurrence, quand on est à 6% de déficit. Je crois qu'il n'y avait pas l'option d'avoir moins d'ajustements budgétaires que celui qui est prévu là. Simplement, on explique par quel canot il transite. Le rythme est le bon, selon vous ? Alors là, c'est au-delà de mon rôle, le directeur général de l'INSEE. C'est au-delà de mon rôle. En privé, je vous en parlerai si vous voulez, mais là non. Alors bien sûr, c'est un sujet parce que en 2024, la croissance, la demande a été fortement alimentée par la dépense publique, et donc il faut qu'il y ait un relais. Le relais le plus évident, attendu, possible, c'est la consommation des ménages qui ont du pouvoir d'achat. Quoi qu'on en dise, qui ont vu une augmentation du pouvoir d'achat l'an dernier, notamment, et qui l'ont en partie épargné. Et on part d'un taux d'épargne élevé. Il y a une marge à la baisse. Oui. Il y a un relais possible pour cette dépense publique, et on serait évidemment mieux avec un peu plus de consommation des ménages, un peu moins de dépenses publiques et le rétablissement de nos comptes. Et quelle est la place là-dedans du réarmement, de l'industrie de défense qui est censée accélérer? Est-ce que justement sur les prévisions de chômage, vous voyez un chômage à 7,6% mi-2025, donc une hausse du chômage? Est-ce qu'il va y avoir un dynamisme accéléré dans le secteur de la défense, et est-ce que ça va avoir un impact sur la croissance française? Oui, vraisemblablement, ainsi que dans l'ensemble de l'Union européenne. Mais et nous avions consacré il y a quelque temps une analyse particulière pour regarder. Déjà, ça se voyait sur les industries de défense au cours des 2 années précédentes, qu'il y avait un réveil de l'activité dans ces industries de défense. Il faudra qu'on le mette à jour, mais un peu plus tard, parce que on voit bien là que on est encore un peu tôt pour savoir comment la commande publique ça va se traduire pour les industries de défense en surcroît d'activité. Et à mon avis, c'est un peu au-delà de l'horizon de notre note de conjoncture des 2 premiers trimestres de l'année.
Je voudrais qu'on revienne sur la question du pouvoir d'achat que vous évoquiez il y a 2 secondes. On a vécu une crise inflationniste majeure qui a créé des tensions politiques. Les salaires ont récupéré, ils ont augmenté le salaire mensuel de base a augmenté de 4,3% en 2023 et 2,9% en 2024. Quelles sont les prévisions pour cette année ? Alors quand on regarde, les prévisions, et on publie encore des chiffres aujourd'hui sur les salaires du 4e trimestre, je crois. Est-ce qu'on a bien rattrapé la crise inflationniste? Les prévisions, c'est que les salaires dans cette première moitié de l'année vont évoluer un peu plus vite que l'inflation, qui est bas, j'imagine qu'on en dira un mot. Si on regarde un petit peu avec un peu de profondeur historique, en 2022-23, il y a eu une baisse du pouvoir d'achat des salaires, qui est en gros de 3%. Et on en rattrape la moitié. Dû à la crise inflationniste. Oui, bien sûr. On en aura rattrapé la moitié. Certains salaires sont indexés, comme le salaire minimum, mais ils ne le sont pas tous. Et donc, il y a en moyenne une perte de pouvoir d'achat, 3% sur les 2 années d'inflation forte, 2022-2023. Donc, on l'a toujours pas rattrapé ? Ah non, on n'a toujours pas rattrapé. On en aura rattrapé la moitié. Justement, ce qui contraste avec certaines autres sources de revenus qui ont été protégées complètement de l'inflation, comme les pensions. Aux retraites. Voilà. Oui, bien sûr. Justement, sur l'inflation, certains secteurs d'activité nous annoncent, notamment dans l'agriculture, de la déflation, des baisses de prix. On a changé de monde, on est reparti dans un monde totalement inverse. Comment vous voyez l'évolution des prix ? Oui, alors on peut se faire peur sans arrêt, se dire qu'on passe d'un jour à l'autre d'une crainte d'inflation et d'hyperinflation à une crainte de déflation. Non, là on a plutôt l'impression d'un retour ordonné aux cibles d'inflation qui sont celles de la Banque Centrale Européenne, donc et un peu moins pour la France. Donc pour la France, on est autour de 1% d'inflation. On est à 0,8% au mois de février, effectivement. 0,8% au mois de février, notamment grâce à la baisse forte des tarifs de l'électricité. Oui. Et d'ici le mois de juin, on prévoit un rythme d'inflation annuel qui est autour de 1%, voire un petit peu plus. Mais donc très en deçà de la cible de 2%. C'est un peu plus élevé dans certains autres pays de l'Union européenne, par exemple en Allemagne, où la hausse des salaires et des prix des services est encore un peu plus rapide. Mais en gros, non, je ne vois pas de risque de déflation. Je vois plutôt quelque chose. Il faut quand même avoir de temps en temps une bonne nouvelle. Là, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, de la politique monétaire, il me semble qu'on a un retour assez ordonné. Donc on pourrait baisser les taux, et donc c'est de la politique. Assouplissement, c'est ça, c'était un appel. Les taux, ils ont baissé il y a peu. Et ça pourrait continuer. Donc. Mais oui, je ne veux pas non plus me prononcer sur ce qu'est le taux neutre. Je laisse ça aux banquiers centraux. Un mot de l'épargne des Français qui reste très élevé, 18,2%. Qu'est-ce qui pourrait inciter les Français, les ménages, à dépenser davantage en 2025 et réduire leur épargne pour soutenir la consommation ? Oui, on n'y arrive pas depuis. C'est une excellente question. La note de conjoncture précédente qui avait été parue en décembre, nous l'avions publiée, la croissance sous la condition d'une reprise de la confiance. Donc c'est le maître mot, c'est la reprise de la confiance. Après, si on regarde un petit peu dans le détail, nous avons l'impression que les ménages français, comme les autres en Europe, ont mis du temps à percevoir la baisse de l'inflation. Et puis, il faut toujours expliquer que la baisse de l'inflation, ce n'est pas le retour au prix antérieur à la crise inflationniste de 2022, à la guerre en Ukraine. C'est pas le retour au prix de 2021. Voilà. On arrête d'augmenter. Malgré tout, les prix ont cessé d'augmenter. Les ménages sont conscients que les prix ont augmenté. Ils ne sont pas forcément aussi conscients que leurs retraites, leurs allocations, leurs salaires ont également augmenté dans les mêmes proportions, ou un peu moins ou un peu plus, selon les cas. Mais on a l'impression malgré tout que cette perception de la baisse de l'inflation, elle est maintenant acquise. Oui. L'élément nouveau, malgré tout, c'est que dans nos enquêtes de conjoncture mensuelles auprès des ménages, les ménages nous répondent que leur intention d'épargner reste très élevée. Elles sont même au sommet. Donc la confiance n'est pas là. La proportion des ménages qui disent que c'est le bon moment pour épargner est à son maximum. Et pourquoi la confiance n'est pas là ? Est-ce que c'est la menace des hausses d'impôts ? Est-ce que c'est le contexte international ? Qu'est-ce qu'ils vous répondent dans vos enquêtes ? Non, alors nous n'allons pas jusque-là. Nous n'allons pas jusqu'à leur demander pourquoi ils souhaitent épargner. Mais bon, évidemment que le climat international est anxiogène, ça va sans dire. Il peut y avoir ce que nous, les économistes, appelons les comportements ricardiens. C'est voilà. Bon, les impôts vont augmenter et donc on épargne. Et donc il faut épargner pour faire face à ça. C'est un comportement
il y a eu beaucoup d'études qui n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, à mettre en évidence sur données empiriques, mais qui peut exister. Il peut y avoir malgré tout le reste d'une perception de prix élevés et qui pèse aussi sur la consommation, encore dans les produits alimentaires, sans doute un petit peu également. La perception de l'inflation reste tenace. Et oui, voilà, elle a baissé. On voit nettement dans les enquêtes, elle a baissé, mais elle reste tenace et elle reste supérieure à l'inflation effective. Merci beaucoup Jean-Luc Tavernier d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie, directeur général de l'INSEE.